3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en samedi? Lundi sur Twitch, comme souvent, vous avez décidé qu'aujourd'hui, on parte en mode coast to coast. Et là, le sujet que vous avez sélectionné, vous l'avez vu, concerne les Celtics, qui notamment viennent de faire partir leur leader charismatique, Marcus Smart, pour faire venir Kristaps Porzingis en échange. Sur le papier, et d'un point de vue basket, ça peut paraître très cohérent, mais des questions existent tout de même quant à ce move. Voilà pourquoi tout ça maintenant, je vous propose de l'étudier avec un maximum de précision. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Les Celtics ont-ils fait une immense erreur en réalisant ce transfert? Pour commencer, il est essentiel d'observer comment s'est terminée la saison 2022-2023, pour voir aujourd'hui où les Celtics en sont exactement. Après avoir complété l'effectif en faisant notamment signer Malcolm Brogdon, qui a terminé avec le trophée de meilleur 6e homme de l'année, les Six ont réalisé une très bonne saison régulière, dans la lignée de leur participation au final NBA 2022. Malgré le changement de coach, suite aux affaires de Udoka, Boston montrait un très beau visage, et terminait à la 2e place de l'Est. Puis lors des playoffs, en termes de résultats, au moins au début, l'équipe a fait ce qui était attendu de sa part à peu près. Après avoir sorti les en 6 rencontres, ils réussirent également à éliminer les Sixers au 2e tour en 7 matchs, avec un Jason Tatum qui, avec ses 51 points, a largement pris le contrôle de la rencontre ultime. La qualification en finale de conférence était acquise, certes, mais des doutes existaient cependant quant à l'attitude des hommes de Joe Mazzulla. Oui, le job était fait, mais ces Celtics, qui semblaient posséder absolument tous les éléments nécessaires pour lutter pour le titre, affichaient tout de même une certaine nonchalance inquiétante. Malgré quelques alertes déclenchées au premier tour face aux Hawks, la remise en question attendue au 2e tour face aux Sixers ne s'est pas faite totalement ressentir. Oui, Boston s'était qualifié en finale de conférence, mais dans la douleur, et de plus en plus, il semblait qu'il leur manquait cette espèce d'agressivité, cette volonté sans faille qui avait habité le groupe l'année précédente et qui leur avait permis de réaliser un parcours remarquable. Pour vaincre Miami, leur adversaire en finale de conférence, il fallait que ça change, il fallait rentrer dans la série la tête la première et ne pas devoir attendre de subir ou d'être challengé pour enclencher la seconde. Et vous le savez, rien de tout ça a eu lieu, la Maison Verte se retrouvant rapidement menée 3-0 alors que pourtant elle avait disputé les 2 premières rencontres à la maison. Bien sûr, ensuite, comme à leur habitude, ils se sont repris, trouvant la volonté nécessaire pour revenir à 3-3, mais cette fois-ci, le réveil fut trop tardif, et lors du match 7 avec un Tatum qui a vu sa cheville tourner dès les premiers instants, les Celtics échouaient finalement aux portes des finales. Après, calmons-nous, il n'y a aucune honte à perdre en 7 matchs en finale de conférence, et beaucoup d'équipes en NBA adoreraient vivre une telle aventure. Ceci dit, après tout ça, il était quand même compliqué de ne pas garder au fond de la gorge un certain goût d'inachevé concernant cette campagne des Celtics. Oui, l'équipe était capable de pratiquer un excellent basket, mais pour aller plus loin, et ce fut primordial, il leur a manqué cette espèce d'esprit conquérant. Tu apportes les couronnes et les crânes de rois vaincus dans ma cité de Sparte. À la suite de cette désillusion, le coach Joe Mazzulla fut pas mal accusé et pris comme principal coupable. On lui reprochait de ne pas avoir su trouver les mots exacts pour permettre à ses joueurs de se transcender. Cependant, malgré cet échec en finale de conf, on se rendait compte que dans cette team des Six, où les cadres que sont Jason Tatum et Jaylen Brown restent assez jeunes, on était encore en phase d'apprentissage. Mais le talent et l'espoir, soyons honnêtes, restaient présents, et pour moi, quelques ajustements auraient pu suffire pour espérer un meilleur parcours en 2024. Dans le coaching staff par exemple, on avait recruté des assistants référencés comme Sam Cassell ou Phil Pressey, ça aurait pu faire le job pour repartir de l'avant. Sauf que là on est allé bien plus loin, ce que l'on vient de vivre avec ce trade ce n'est pas un petit ajustement, mais un move qui pourrait être lourd de sens à l'avenir. Dans un premier temps, il s'agissait d'un deal impliquant 3 équipes avec un Kristaps Porzingis qui devait arriver à Boston et un Malcolm Brogdon qui lui était envoyé chez les Clippers. C'est à ce moment-là qu'un retournement de situation a eu lieu, l'équipe de LA annulant absolument tout en raison d'inquiétudes liées aux pépins physiques au coude que connaissait alors l'arrière de Boston. Mais pour Brad Stevens, le GM, hors de question de baisser les bras et d'abandonner cette piste. Kristaps Porzingis, il semblait y tenir fort. Voilà pourquoi quelques heures plus tard, il put mettre en place une autre version de ce deal, en impliquant cette fois-ci les Grizzlies à la place des Clippers. Sauf que pour ces derniers, Malcolm Brogdon ne suffisait pas. Il voulait Marcus Smart. Ok, c'était embêtant, mais peu importe. Les Six semblaient prêts à beaucoup de choses pour faire venir l'intérieur laiton. Bon, dans l'histoire, même si c'est plus anecdotique, Boston a également dû se séparer de 2 joueurs, comme Danilo Gallinari et Mike Muscala. Et puis dans ce deal, en négociant, Brad Stevens a pu récupérer 2 futurs premiers tours de draft. Alors si l'on fait le bilan de ce deal et qu'on regarde ce qui arrive et ce qui part, au premier abord, le move semble excellent. Par contre, avant de voir ce que ça donne sur le terrain et dans le vestiaire, j'aimerais voir ce que ça implique d'un point de vue financier. Ça me semble essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kristaps Porzingis sera agent libre l'an prochain, en même temps que Jaylen Brown. Avec le nouveau CBA, s'ils veulent conserver ces 2 joueurs, il faudra probablement convaincre le laiton d'accepter un salaire bien plus raisonnable que les 36 millions qu'il va toucher cette saison. Mais ça me semble faisable. Par contre, le montant des contrats négociés
négocier sera primordial, parce que l'année d'après, lors de l'été 2025, Jason Tatum sera lui agent libre, et candidat au Supermax s'il n'active pas son option. Il ne faudrait pas qu'une trop grosse gourmandise de la part des Seas lors de l'été 2024 les empêche ensuite de re-signer leur franchise player et de lui offrir ce qu'il demande. Quand on sait également que dans l'histoire, Boston a récupéré le premier tour de draft 2024 des Grizzlies, et que s'il le garde, il faudra le payer, les précautions évidemment seront de mise. Après c'est sûr que si l'équipe est prête à laisser partir Porzingis l'an prochain, elle aura fait des économies, et elle s'octroiera une certaine marge sous le salary cap. Mais soyons honnêtes, a-t-on vraiment laissé partir l'âme de l'équipe, Marcus Smart, pour louer l'intérieur pendant seulement une saison? Pas certain que ce soit la meilleure idée du monde, et voilà pourquoi ce move impliquera forcément certains choix. Je pense d'ailleurs que le premier est évident, Grant Williams, actuellement agent libre, ne devrait pas être re-signé dans les semaines à venir, je ne vois pas l'intérêt, ce serait l'équivalent de se tirer une balle dans le pied. En parallèle, alors que la plupart des autres cadres sont sous contrat jusqu'en 2025, il faudra également prendre une décision avec Peyton Pritchard, qui lui verra son contrat arriver à son terme à la fin de la saison 2023-2024. En résumé, financièrement ce move ne présente absolument rien de catastrophique, mais il impliquera quand même certains sacrifices à court ou moyen terme. Et justement, c'est la question que je me pose, ces risques méritaient-ils d'être encourus par cette équipe qui actuellement se montrait déjà très performante? C'est justement ce que l'on va étudier à partir de maintenant, et ce qui est sûr, c'est qu'avec l'arrivée de Porzingis, le secteur intérieur de la Maison Verte se retrouve amplement renforcé. Lors de la saison qui vient de s'écouler, les Seas ne se classaient qu'à la 26e place de la ligue pour ce qui était des points inscrits au poste. Ce n'est pas forcément inquiétant dans une NBA moderne qui se concentre aujourd'hui bien plus sur le tir extérieur et le jeu en transition qu'il y a 20 ans, mais le secteur n'est pas à négliger non plus, tant il peut apporter une arme de plus pour varier son attaque. Et là, ce qui tombe bien si l'on regarde les analytics, c'est que Kristaps Porzingis était l'un des joueurs les plus efficaces dans le domaine la saison passée. Après, calmons-nous, je ne vais pas trop en faire sur le scoring tout de suite, on reviendra dessus juste après, ne vous inquiétez pas. Par contre, moi, jusque-là, je trouve que ce qu'on pouvait constater, c'est que le secteur intérieur de Boston pouvait présenter pas mal de doutes. Avec un Al Horford toujours très efficace, mais qui vient de sortir, et c'est logique à 37 ans, de sa moins bonne statistique saison en carrière, difficile de dire que l'on possède une pièce pour l'avenir. Et quand à côté de lui, on a un Robert Williams très prometteur, certes, mais qui enchaîne les blessures, lui qui n'a pu jouer que 35 matchs cette saison, de réelles questions existaient dans la raquette verte. En vrai, aucun des deux cadres de la raquette ne pouvait apporter de réelles certitudes, et la venue de Kristaps Porzingis, en ce sens, permet de voir l'avenir avec un petit peu plus d'enthousiasme. Le laiton, j'apprécie la variété de son jeu offensif, ses pick and pop le rendent très complémentaire d'un Robert Williams, tandis que ses facultés à jouer en pick and roll ou à marquer des points au poste fitteront elles aussi parfaitement avec un Al Horford. Tout ça sur le papier c'est très bien. Pour le moment impossible de savoir exactement comment Mazzulla établira ses rotations entre les trois hommes, mais cette profondeur est très appréciable. Avec ce trio d'intérieur, le tacticien possède maintenant 3 joueurs avec des profils très différents, et qui en plus semblent pouvoir matcher ensemble, c'est cool. En affichant aux deux autres un Kristaps Porzingis qui l'an dernier tournait à 23 points et 8 rebonds, sous le maillot des Wizards, la raquette de la Maison Verte présente maintenant un visage super intéressant. Si l'on veut bien concevoir que l'une des principales faiblesses de Boston l'année dernière, c'était le manque d'options dans la peinture, l'arrivée de KP semble absolument tout solutionner. Et puis ce qui est bien avec lui, c'est que si on en revient au scoring, avec sa capacité à s'écarter, il peut rendre la vie plus facile à des Jaylen Brown ou des Jason Tatum qui eux aiment beaucoup attaquer le cercle. Le jeu des Celtics cette année était assez clair, on aimait mettre un maximum de joueurs au périmètre pour créer des espaces à l'heure de star, afin qu'ils aient toute la liberté d'agir et de scorer des points sur des isolations ou des pick and roll. Là, avec l'arrivée de Porzingis, il apparaît que cette stratégie pourrait d'autant plus se montrer efficace. L'an passé, il a tourné à 38% de réussite derrière la ligne, c'est fort et ce sera très bien dans cette team qui à mon sens manquait peut-être d'un shooter supplémentaire jusque-là. Après, vous allez me dire, et vous auriez raison, que quand il a été utilisé dans ce rôle de spot-up shooter à Dallas, avec Luka Doncic, ça n'a pas fonctionné, c'est vrai. Ceci dit, j'ai trouvé que sous le maillot des Wizards, l'intérieur de 2m21 avait largement prouvé, en évoluant aux côtés de Bradley Beal et de Kyle Kuzma, que désormais il pouvait clairement s'associer à des joueurs plus créateurs, comme le seront Jaylen Brown et Jason Tatum. Avec sa polyvalence et sa capacité à scorer aux 3 niveaux, Porzingis devrait donner à Boston un tout nouveau visage offensif. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il semble pouvoir s'adapter à toutes les situations, soit dans un rôle de floor spacer, comme on l'a dit, dans une attaque en fer à cheval, soit dans un rôle de créateur pour lui-même. Quand Jason Tatum et Jaylen Brown iront sur le banc, Boston possédera un autre joueur de très haut niveau, capable de mettre ses points et de maintenir l'équipe à flot offensivement. Donnez-lui la balle dans la peinture et vous verrez, avec son footwork et son shoot à mi-distance qui part d'une hauteur complètement folle, il sera clairement en capacité de créer pour lui-même, d'exploiter les mismatchs, de créer la confusion chez les défenses, en profitant de ses outils pour apporter à Boston des qualités très recherchées en NBA. Ajoutons à ça que l'an dernier, en se montrant plus agressif vers le cercle, il a obtenu plus de lancers francs qu'il n'en a jamais eu dans sa carrière, et des armes ça en fait pour l'intérieur laiton. Avec lui dans l'effectif, les Celtics, en termes de scoring, disposent maintenant d'un monstre à 3 têtes, et les adversaires face à eux n'auront pas le choix, ils seront obligés de choisir leur poison.
Qui en veut? Ben ouais, comment pouvez-vous imaginer que les choses puissent se passer autrement avec un profil de licorne pareil? Le mec, comme on l'a vu, peut jouer au poste, assurer en catch and shoot, utiliser la zone du mid-range, mais aussi être très performant off-ball, en profitant de la gravité qu'engendreront les porteurs pour proposer de super cuts. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kristaps Porzingis, et c'est dur de le nier, est un scoreur qui dispose d'énormément de variété dans sa panoplie. Quand il joue dans le rythme et qu'il fait preuve de patience, il fait partie de cette rare caste de joueurs sur lesquels c'est un réel casse-tête de défendre efficacement. Sauf que pour que tout ça fonctionne sur des roulettes et que les scoreurs soient servis, il faudra aussi une très bonne circulation de balles à Boston. Si personne ne sert les attaquants comme il faut, évidemment, scorer des points deviendra beaucoup plus compliqué pour cette équipe des Seas. Là, dans le domaine, ça peut faire du mal d'avoir perdu Marcus Smart, qui ces dernières années a largement su développer ses qualités de playmaker pour terminer l'an passé sur une moyenne supérieure à 6 passes par match, sa meilleure perf en carrière, et s'afficher comme le leader de sa team pour ce qui est de cet aspect du jeu. Porzingis, lui, malgré ses qualités au scoring, même s'il n'est pas non plus catastrophique dans le domaine, n'est pas un super passeur, il faut se l'avouer. Parfois, il a du mal à gérer les prises à deux, s'embrouille un peu dans ses appuis, et lorsqu'il est fermé, il peut lui arriver de prendre la mauvaise décision, et de perdre la gonfle, lui qui l'an dernier a battu son record en carrière en termes de turnover. Autant, au vu de sa polyvalence, je le vois comme un vrai facilitateur au niveau du scoring, autant je trouve que pour ce qui est de la circulation du ballon, il y a plus de questions à se poser. Bien sûr que sa présence donnera des options supplémentaires aux ball handlers, et ça peut fluidifier l'attaque de Boston, c'est vrai. Jason Tatum, Jaylen Brown et Malcolm Brogdon possèdent une bonne vision de jeu aussi, et régulièrement, ils peuvent faire de bonnes lectures, voilà pourquoi ils peuvent aider à la distribution de la balle. Cependant, il faut se rendre compte que Smart parti, chez les arrières restants, entre White, Brogdon et Pritchard, aucun n'est un vrai spécialiste du playmaking, et ça pourrait représenter une limite. Comme je l'évoquais plus tôt, avoir des scoreurs polyvalents c'est génial, mais si tu ne les sers pas dans les bonnes dispositions, tout de suite tu es bien moins efficace. Maintenant, est-ce que je m'en fais beaucoup à ce propos au niveau du mouvement du ballon? Pas vraiment. À Boston, on a tout un tas de joueurs intelligents et expérimentés qui, à mon avis, sauront s'adapter et trouver des solutions. Alors si je fais le bilan du point de vue du scoring, même si je tenais à souligner cette limite, je pense que ce que va apporter le laiton offensivement l'année prochaine va amplement aider l'attaque des Celtics à se développer. Sauf que marquer des points c'est bien, mais qu'en est-il de l'autre côté du terrain? C'est important aussi. Quand on voit qu'avec le départ de Marcus Smart, ils viennent de perdre le meilleur défenseur de la saison NBA en 2022, les inquiétudes pourraient être de mise, et elles seraient légitimes. Et là, même s'il est impossible de comparer les deux joueurs tant leur physique et leur rôle sont différents, il apparaît assez flagrant que non, Kristaps Porzingis n'est pas un intérieur mobile, ce qui de toute évidence peut limiter son efficacité défensive. Pour être utile de ce côté-là du terrain, il a besoin d'être entouré par les bons éléments, qui heureusement existent du côté de Boston. Smart, même s'il s'est montré un petit peu moins impactant défensivement qu'à son habitude, l'an passé s'est fait une spécialité de switcher sur absolument tout le monde. Malgré son mètre 90, il est un joueur très solide, très malin, et qui surtout n'a peur d'absolument rien, ni de personne. Quand on voit le rôle qu'il a su jouer en aide sur un Joel Embiid en playoff par exemple, lui qui était également capable d'éteindre les arrières, il n'y a pas de doute à avoir, dans une défense collective, Marcus Smart est un phénomène unique. Il est un mec qui impressionne par son hustle et son intensité, et c'est certain, Porzingis, qui pendant longtemps a été considéré comme un joueur soft, n'apportera pas la même chose, parce qu'il ne présente pas les mêmes qualités. Cependant, est-ce que ça veut dire directement que les Celtics, avec ce move, vont vivre un véritable step-down défensivement? Eh bien pas forcément. L'équipe a souvent pris l'habitude de drop sur pick and roll, en envoyant le porteur adverse vers l'intérieur. Pour que ça fonctionne, il faut de solides défenseurs au périmètre, comme le sont Tatum, Brown, Brogdon ou White, mais aussi un très bon protecteur de cercle qui attendra dans la peinture, rôle que KP, avec sa taille, peut complètement endosser. À la base, c'était plutôt le Time Lord, Robert Williams, qui enfilait ce costume, mais vu qu'avec sa santé, on ne peut jamais être certain de sa présence à 100%, je pense que Kristaps Porzingis va faire du bien pour le relayer. Même si c'est vrai que tourner à 1 contre et demi par match ce n'est pas forcément ouf pour un joueur de plus de 2m20, il faut se rendre compte qu'avec son envergure de près de 2m30, il dissuade. Selon les stats avancées de Crafted NBA, face à lui, les shooters voient leur pourcentage baisser de 11% quand ils attaquent, ce qui le place dans le top 15 de la ligue dans le domaine. Personnellement, je pense que son association dans la raquette avec Al Horford peut faire de vrais dégâts, tant le vétéran, avec son expérience et son cerveau, est devenu un expert du placement, capable en plus de ça de switcher sur plusieurs postes. Ajoutons à ça que l'an dernier, Kristaps Porzingis était l'un des intérieurs qui concédait le moins de points lorsqu'il défendait sur pick and roll, et oui, on va le dire, même défensivement, son arrivée est intéressante. Donc maintenant, si on fait le point là-dessus, oui, c'est clair, KP n'est pas non plus un défenseur élite comme l'était Marcus Smart. Cependant, si tu le mets pile dans les bonnes dispositions, je pense qu'il peut se montrer comme un défenseur très utile, et à Boston, ce qui tombe bien, c'est que
beaucoup de conditions semblent réunies pour que ça fonctionne. Et puis même si sur les postes arrière, la perte de Smart est un coup dur pour Boston, je me dis tout de même qu'ils étaient profonds à ce poste et que Brogdon et White pourront au moins compenser partiellement son départ. En parallèle, l'arrivée de Porzingis apportera une présence intérieure près du cercle dont les Celtics avaient besoin. Au final, je pense qu'il est donc trop tôt pour dire si Boston va progresser ou régresser défensivement. Ce qui semble certain, par contre, c'est que de ce côté-là du terrain, l'équipe, avec le laiton dans la peinture, présentera un tout autre visage. Mais le truc, et c'est important à mes yeux, Kevin Serafin m'en parlait, pour remporter une série de playoffs, il faut être capable de rentrer dans la tête de l'adversaire, et de prendre l'ascendant psychologique, c'est essentiel. Pour ça, Marcus Smart était un réel spécialiste, avec sa capacité à mettre les petits coups quand il fallait, à voler des ballons, à provoquer des passages en force en se jetant sur toutes les balles, ou encore en simulant un flop de façon incroyablement efficace pour flouer les arbitres. Quand tu affrontes une telle teigne, ça t'énerve et peu à peu tu en perds ton basket, ça s'est vu de nombreuses fois. Là il faut se rendre compte que les Seas perdent le joueur le plus ancien de l'effectif, le chouchou des fans, le cœur et l'âme de la team. Quand il fallait pousser un coup de gueule pour remettre l'équipe sur les bons rails, toujours il a été le premier à prendre la parole, et ce genre d'apport dans une franchise ambitieuse, ça n'a pas de prix. Pour gagner, tu as besoin de grognards comme lui, que les All-Stars écouteront religieusement, et qui constamment, dans sa combativité, sera capable de donner l'exemple aux autres. Ce genre d'impact que le meneur avait dans le vestiaire, il est impossible à mesurer avec des chiffres, et pourtant, je peux vous le dire, tous les observateurs vous le confirmeront, c'était essentiel ces dernières années à Boston. Le mec était l'illustration même du joueur qui mouille le maillot, qui sur le terrain verse son sang, sa sueur et ses larmes, et du point de vue de l'alchimie, ou même émotionnellement, son départ peut faire du mal. Bien sûr qu'ensuite, si tout roule avec Kristaps, il sera vite oublié dans le cœur des fans. En NBA, dans ce genre de situation, c'est ce qui se passe à chaque fois. Cependant, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on arrive dans les séries de playoffs, le talent, tout le monde en possède. Ce qui fait la différence, c'est la dureté, la volonté et l'alchimie. Et le hit de cette saison, avec son immense parcours, nous l'a entièrement prouvé. Pensez-vous que Porzingis aura un tel impact au niveau de la cohésion du groupe? Je pense que c'est peu probable. L'alchimie, ça ne se crée pas en un claquement de doigts, et un rôle comme ça ne s'apprend pas en quelques mois. Dans ce costume, en 9 ans passés à Boston, Smart a su peu à peu prendre ses marques, se développer et s'épanouir pour au final devenir un maillon essentiel du dispositif des Seas. Et même si ce surplus de volonté entraînait parfois des erreurs, des pertes de balles ou des prises de décision douteuses, le meneur a su en parallèle faire progresser son basket et au fil du temps, son apport est devenu impossible à nier. L'énergie qu'il a portée sur le terrain, mais aussi probablement à l'entraînement, sera, je pense, très difficile à remplacer. Le mec était prêt à tout donner pour la Maison Verte et sa réaction lorsqu'il a appris son départ nous a montré à quel point il tenait à ce maillot, le seul qu'il a connu depuis le début de sa carrière NBA. Avec Kristaps, j'en suis à peu près certain, les Celtics n'auront absolument pas le même leader charismatique. Le laiton, même s'il est un excellent joueur de basket, possède un tempérament bien moins exubérant, bien plus effacé sur le terrain. Quand ça ne va pas pour lui, il a plus tendance à subir qu'à se rebeller, et c'est en grande partie ce trait de caractère, à mon sens, qui a fait qu'à Dallas, avec Luka Doncic, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je ne suis pas devin, et là tout de suite, il est impossible de savoir comment ça va fitter entre les attitudes et les tempéraments de chacun à Boston. Par contre, s'il y a une chose pour laquelle il sera difficile de me convaincre du contraire, c'est qu'en termes de charisme et de leadership, le remplacement de Smart par Porzingis peut à terme représenter une immense perte. Et pour aller plus loin dans les éléments qui pourraient représenter le plus de doutes, chez moi, j'aimerais évoquer la santé. Je pense que pour ce qui est de cet aspect, avec ce transfert, les Seas tentent actuellement un véritable pari. Dans l'effectif, entre Robert Williams, qui on l'a dit enchaîne les pépins, Al Horford, qui va sur ses 38 ans, mais aussi d'autres joueurs comme Jaylen Brown ou Malcolm Brogdon, qui tous ont au moins manqué 15 matchs la saison passée, et Boston dispose de tout un paquet de joueurs importants qui déjà ont souffert de plusieurs blessures. Le dicton, vous le connaissez, souvent, l'équipe qui remporte le titre, c'est celle qui arrive à terminer les playoffs avec l'intégralité de ses joueurs majeurs en bonne santé. Encore une fois, il est impossible de prédire l'avenir en fonction des blessures qui arriveront, ou pas, mais ce qui est certain, c'est que le passif à l'infirmerie de l'équipe pourrait s'avérer très inquiétant. Surtout qu'à ce groupe, on ajoute un Kristaps Porzingis qui, depuis 2017 et sa rupture des ligaments croisés, a un record de 66 matchs seulement joués sur une saison. Bon après, cette stat est à relativiser, vu que le laiton l'an dernier a quand même pu disputer 65 rencontres, et aurait même pu aller plus loin s'il n'avait pas été économisé sur les 6 derniers matchs durant lesquels les Wizards n'ambitionnaient absolument plus rien. Ceci dit, depuis sa blessure au genou, on le remarque, sa présence sur les terrains est assez aléatoire, et depuis cette date, il manque environ 30% des matchs de son équipe en moyenne, soit un match sur 3, ça fait beaucoup. Bon après, vous allez me dire que Marcus Smart aussi a manqué beaucoup de rencontres l'année passée, 21 pour être exact. Néanmoins, même si lui aussi a connu l'infirmerie à plusieurs reprises dans sa carrière, jamais il n'a connu une blessure grave comme ce fut le cas de Porzingis avec son genou. Les Seas en sont donc conscients, en accueillant le laiton, ils prennent donc le risque d'avoir un joueur qui manque beaucoup de matchs, et ça pourrait être fatal. Maintenant, de sa part, je ne veux pas non plus attendre monts et merveilles concernant cet aspect. En vrai, si l'an prochain, il ne joue que 65 matchs sur 82, mais arrive en playoff en pleine bourre, pour les Seas, tout ira bien. Cependant, si quand la
post-season arrivera, blessé, il se voit contraint de squatter le banc ou de jouer sur une jambe, et on le sait, avec lui ça peut arriver, ce deal n'aura servi à rien, ou presque, sur le court terme. Et quand on sait que les autres intérieurs du groupe seront sujets aux mêmes inquiétudes l'année prochaine, ouais, on ne va pas se mentir, ça peut faire flipper. Vous l'avez compris, donc, compte tenu des doutes qui existent au niveau du charisme, du leadership et des blessures, je ne peux pas être à 100% rassuré par ce move que vient de réaliser Boston. Cependant, si l'on veut répondre à la question du jour, doit-on d'ores et déjà dire que ce move est une immense erreur du côté des Celtics? Non, pour ça je pense qu'il est trop tôt, le terme d'immense pari me convient bien mieux. Jusque-là, l'équipe présentait la certitude d'avoir un très bon niveau plancher, mais n'était-elle pas en train d'atteindre son plafond de verre? D'un point de vue purement basket, si l'on analyse seulement les X et les O, l'arrivée du laiton dans cette équipe très fournie sur les postes arrière mais beaucoup moins dans la raquette peut être une très bonne chose, et ça l'est encore plus quand on voit comment Kristaps peut largement être complémentaire au groupe déjà en place des deux côtés du terrain. Je pense que le playmaking de Smart et la défense qu'il a portée pourront finalement être compensés par le collectif des Seas. Bah ouais, en vrai je comprends tout à fait pourquoi KP était une cible prioritaire de Brad Stevens cet été, mais c'est vrai que si à la place de Marcus Smart il avait pu lâcher Malcolm Brogdon, le move aurait été parfait. Là, basketballistiquement parlant, le coup est bon, mais si on réfléchit à plus loin, il peut d'ores et déjà représenter aussi un immense what if. Si KP arrive à rester en bonne santé et s'intègre parfaitement dans le vestiaire, le pari sera gagnant. Mais ça, au vu des doutes que peut présenter l'intérieur vis-à-vis de ces deux aspects, c'est un peu comme lancer une pièce en l'air, j'ai l'impression. Pile t'es gagnant, face t'es perdant. Seul l'avenir, donc, pourra nous dire si Boston a eu raison de mettre ce deal en place, ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, moi, pour conclure, ce que je retiens, c'est que pour gagner des titres, il faut prendre des risques. Brad Stevens a su le faire, et c'est tout à son honneur. En vrai, je pense qu'il a eu raison d'appuyer sur la gâchette, même si, évidemment, d'un point de vue émotionnel, perdre un mec comme Smart, c'est compliqué. Si avec KP, les Seas remportent leur 18ème bague, et ça peut arriver, tout le monde dans le Massachusetts oubliera très très vite le meneur, comme on le disait plus tôt. Cependant, si le karma s'acharne contre cette franchise qui vient d'envoyer contre son gré ailleurs son leader charismatique, ce dernier pourrait manquer très fort dans les années à venir aux fans de Boston. Voilà pour ce qui est de mes doutes concernant les Celtics, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Vous en pensez quoi, vous, du départ de Marcus Smart et de l'arrivée de Kristaps Porzingis dans la Maison Verte? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de savoir si vous partagez mes inquiétudes ou pas. Et histoire de bien finir, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce vers le haut, et de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Ça apporte énormément de force, alors pour tout ça, je vous remercie d'avance du fond du cœur. À très vite.